Conakry, 19 décembre 2018 au sommaire, le président de la République rentre au pays satisfait des résultats obtenus à Vienne en Autriche. Un accord de financement du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali a été signé à hauteur de 130 millions d'euros. Le cardinal Robert Sarah, en congé de Noël à Conakry, exhorte les Guinéens à consolider la paix et l'unité nationale. Une invite faite à la faveur de l'ouverture de la conférence épiscopale de Guinée. Au sommaire encore, la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Des conférences débats se tiennent à cet effet à Conakry sur la connaissance des symboles de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Fini le sommet Union européenne, Union africaine à Vienne en Autriche. Il est axé sur le financement du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali à hauteur de 130 millions d'euros. Le président de la République y était. Professeur Alpha Condé se réjouit de cet accord signé entre la Guinée et la Banque européenne d'investissement. Les précisions dans ce reportage de Sanarsi Keïta. Les dirigeants africains et européens se sont donné rendez-vous ce 18 décembre 2018 à Vienne, la capitale autrichienne. Et pour cause, prendre part au sommet Union européenne-Union africaine. À l'entente des travaux de ces assises de Vienne, le chancelier autrichien a rassuré qu'il existe un grand potentiel d'investissement européen en Afrique. Pour Sébastien Courge, cette rencontre représente un changement dans la relation économique entre l'Afrique et l'Europe. Le but étant surtout d'accompagner l'aide au développement par une plus grande coopération financière. Et c'est dans cette dynamique que la BEI, Banque européenne d'investissement, a confirmé un soutien de 495 millions d'euros pour des investissements porteurs de transformation dans toute l'Afrique. Dans le cadre de l'accès à l'énergie en milieu rural, un accord de 130 millions d'euros a été scellé entre la Guinée et la BEI pour l'interconnexion électrique Guinée-Mali, un maillon essentiel du système d'échange électrique ouest-africain qui fournira un accès fiable aux énergies renouvelables pour les habitants de 4 pays. C'est 130 millions d'euros de financement de la Banque européenne d'investissement. C'est pour l'interconnexion entre la Guinée et le Mali. Et ça va servir particulièrement les zones rurales, les personnes qui vivent en zone rurale. Et ça va bénéficier jusqu'à 4 pays. Donc tout ça, ça rentre dans l'électrification de notre sous-région. L'autre rencontre à laquelle le président de la République a rehaussé de sa présence est celle des énergies renouvelables en Afrique. En tant que coordinateur en charge de cette initiative africaine, le président Alpha Condé rassure. Ce continent, mon continent, qui a été longtemps la lanterne rouge sur le plan de l'électrification, s'est engagé sans relâche pour rattraper son retard. En outre, que le retard est une opportunité pour nous lancer vers un modèle de développement économique propre et sobre en carbone à travers le développement massif de l'immense potentiel en énergie renouvelable du continent. Mais nous devons tous avoir conscience que l'accès universel à une énergie propre et durable en région 2030, où tout le continent nécessitera la mobilisation d'au moins 50 milliards de dollars par an pour les 10 prochaines années. C'est en ce sens que le secteur privé jouera un rôle essentiel à l'atteinte de ces objectifs, car les fonds publics ne pourront pas couvrir un tel besoin en investissement. En vue de pallier cet important défi, l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables a été lancée par les chefs d'État africains à la COP21 à Paris en décembre 2015, avec pour objectif de faciliter le déploiement d'au moins 50 gigawatts de capacités nouvelles et additionnelles d'énergie renouvelable d'ici 2030 et au moins 300 gigawatts de capacités nouvelles supplémentaires d'ici 2030. Dès son lancement, un groupe de 10 partenaires internationaux, composé des pays du G7, de la Suède, des Pays-Bas, se sont engagés à mobiliser au moins 10 milliards de dollars 2015 à 2020 dans une déclaration conjointe à l'appui de l'EI. À ce jour, le conseil d'administration de l'AEI a validé 24 projets pour un montant total d'investissement de 4,2 milliards d'euros et un niveau de subvention de 300 millions d'euros de la Commission de l'Union européenne. Récemment, une plateforme de haut niveau
Union européenne et Union africaine sur l'investissement dans l'ouverture durable en Afrique a été lancé avec pour objectif, entre autres, d'aider à mitiger différents risques de financement, risques politiques, de change, de crédit, etc., perçus en mettant à disposition toute une pratique d'instruments de garantie. L'AREI est donc plus que jamais un cadre unique et privilégié de mobilisation des financements dans les énergies renouvelables et durables en Afrique. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'AREI ne s'arrêtera pas à la facilitation d'une palette d'instruments et mécanismes financiers sur mesure. Sa mission couvre également la mise en place de cadres institutionnels, juridiques, fiscaux et réglementaires attractifs pour les investissements dans les énergies renouvelables. Ensuite, nous devons assurer la mobilisation et le renforcement des capacités institutionnelles et des compétences dans le développement et le suivi de programmes et projets ambitieux. Tout ceci afin d'améliorer le cadre des investissements sur le continent et par conséquent accroître l'attractivité de la destination Afrique pour le secteur privé domestique international. Mesdames, Messieurs, chers participants, en Afrique, la majorité des pays ont adhéré à l'initiative énergie durable pour tous, ou CR4-ALL, dont le but est d'assurer un accès universel à des services énergétiques modernes. Doubler le taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique, doubler la part des énergies renouvelables. Toutes les initiatives doivent travailler en collaboration permanente pour atteindre le plus vite le défi de l'énergie pour tous. Mesdames, Messieurs, l'une des clés de l'équilibre mondial humain est l'énergie. Cette énergie permet à tous d'être équitablement dans la lumière, d'avoir accès à l'éducation, à la santé, au travail, qui sont les facteurs essentiels de l'avenir de notre jeunesse et de la justice sociale. Cette énergie qui nous fait dépôt est la clé de la stabilisation sur notre cher continent de notre jeunesse, qui est aujourd'hui l'emploi à l'immigration. Ce fléau qui nous touche tous peut facilement être endigué à travers l'accès universel à l'énergie pour tous sur le continent. Ainsi, je vous assure tous à soutenir l'Afrique dans la mise en œuvre des objectifs qu'elle s'est fixés à travers des initiatives porteuses que l'AREI. Pour ma part, je reste disponible et ouvert à toute forme de dialogue pour trouver les voies et moyens permettant à l'Afrique d'être au rendez-vous du développement durable, programme bonheur de nos peuples. Le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique a enfin rassuré à toutes ces personnalités de sa disponibilité constante à œuvrer pour une forte mobilisation des moyens financiers et techniques dans le but d'assouvir les nombreuses attentes des populations africaines en matière énergétique. De Vienne, retour à Conakry, le président de la République attendu demain jeudi à l'Abbé, professeur Alpha Condé, vient lancer les travaux de construction des voiries urbaines de l'Abbé, Pita et d'Alaba. Plus de 40 km de route seront bitumés avec la réalisation des ouvrages d'assainissement dans les trois villes. Les travaux sont confiés au groupe Guico-Presse, mais déjà les populations de l'Abbé sont déterminées à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Notre envoyé spécial, Ibrahima Keïta, est sur place. Regardez. Après la région forestière, le président de la République, le professeur Alpha Condé, sera ce jeudi dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. Pour cette autre visite, le chef de l'État vient pour lancer les travaux des voiries urbaines de l'Abbé, Pita et d'Alaba pour un total de 40 km 600. Ici à l'Abbé, il s'agit de 15 km de bitume devant couvrir les artères principales de la ville. D'une longueur de 7 mètres, la construction de la voirie urbaine est déjà saluée par les populations. Il y a eu déjà une étude qui a été faite avec l'entreprise. On avait étudié pour 20 km de route, mais c'est parmi ces 20 km là qu'on va essayer de réduire à 15. Ça, c'est déjà fait. Les gens sont vraiment motivés parce que tout le monde sait que ça, c'est dans le cadre du développement de la ville de l'Abbé. Donc les gens sont sensibilisés par rapport à ça, ils sont très contents. Pour un délai de 20 mois, les travaux de la voirie urbaine de l'Abbé seront exécutés par l'entreprise Guico-Presse, une entreprise qui compte respecter les normes exigées en la matière. Ce sont des voies qui auront pour largeur moyenne 7 mètres. Et la structure sera
couche de fondation de 20 cm en latérite et en couche de base 20 cm en grave latéritique et une couche de roulement de 5 cm. Il y aura des ouvrages d'assainissement et des ouvrages de protection. On aura des caniveaux, on aura des dallots, on aura des cunettes, des périmaçonnés, voilà, et des ouvrages d'embellissement également. Même caractéristiques prévues à Pita et Dalaba. En plus de ces caractéristiques, les travaux d'assainissement et de protection viendront meubler les 3 voiries urbaines avec un financement du budget national et Guicopress donne l'assurance. Au jour d'aujourd'hui, les plans sont entièrement faits et tout est au point. À rappeler que les 40 km 600 de voiries urbaines prévues à l'Abbé Pita et Dalaba émanent de la volonté du chef de l'État qui attend donner une autre image à nos villes. Ibrahima Keita, merci pour ce reportage. Les travaux de la session budgétaire se poursuivent à l'hémicycle. Les ministres viennent défendre le budget de leur département. Tour à tour, le ministre d'État en charge des transports, le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises et celui du tourisme étaient face aux députés pour justifier de l'utilisation du budget alloué à leur département respectif. Sidi Roberto. Plus de 36 milliards de francs guinéens sont inscrits au budget 2019 du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le ministre en charge du secteur, dans la justification de ce budget, a insisté sur la réalisation d'un certain projet et programme avec l'appui des bailleurs de fonds multilatéraux, mais aussi dans le cadre d'un partenariat public et privé. La sécurisation physique et juridique des zones industrielles de Guinée pour un montant de 6 milliards, l'acquisition d'équipements de laboratoires en faveur de l'Institut guinéen de normalisation et de météorologie pour 7 milliards 35 millions. La construction d'un centre d'appui aux PME de la région de Kankan pour 3 milliards 421 millions de francs guinéens. Le programme de développement des plateformes multidimensionnelles pour 8 milliards 294 millions au titre de la contribution de l'État. Dans sa communication devant les députés, le ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat a structuré son intervention autour de l'élaboration de la stratégie nationale de développement du tourisme et de l'écotourisme en Guinée en 2019. Pour un budget sectoriel évalué à plus de 43 milliards de francs guinéens, le ministre du Tourisme promet de s'attaquer à l'urgence. Les enjeux de 2019, c'est achever les chantiers qui ont commencé depuis 2017-18. C'est l'achèvement de la Cité du Niger, c'est le suivi des projets de construction des hôtels au niveau de Conakry, c'est la recherche de financement pour la construction des hôtels à l'intérieur du pays parce que le tourisme, la Guinée ne se limite pas qu'à Conakry. Devant la problématique du processus d'amélioration de la mobilité des populations et de leurs biens dans les conditions de confort, de sécurité et de moindres coûts, le ministre d'État, ministre des Transports, justifie le budget sectoriel alloué à son département en 2019 par la réalisation de projets innovants. En 2019, je crois qu'il faut résoudre les problèmes de la mobilité urbaine à Conakry et les problèmes de sécurité routière à l'intérieur du pays. Et nous allons par exemple créer une agence nationale de sécurité routière qui va s'adosser à un plan national de sécurité routière. Nous allons réimmatriculer tous les véhicules de la Guinée dès le début de l'année prochaine. Nous allons introduire les permis biométriques, c'est-à-dire que les faux permis vont cesser d'être légion dans la circulation, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Nous allons développer le transport maritime de personnes, faire en sorte que Conakry aussi soit doté de bateaux-bus, à l'image d'Abidjan. Nous allons lancer le chemin de fer au moins sur les 42 premiers kilomètres, Conakry-Gomboya. Tout ceci va être réalisé en BOT, parce que nous avons un budget relativement maigre, mais il faut avoir de l'imagination et de la volonté. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Lancement à Kamsar, dans la région de Bouquet, des journées portes ouvertes sur la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. En 45 ans d'existence, la CBG a généré des revenus importants pour le pays actuellement et s'engage dans un vaste projet d'extension de ses installations. La démarche vise à accroître la production annuelle de 25 millions de tonnes d'ici à 2021. Mohamed Siarsouma, reportage.
C'est l'ouverture des journées portes ouvertes sur la compagnie des bauxites de Guinée. La rencontre mobilise le comité de direction et les cadres de la CBG pour présenter le projet d'extension de la chaîne de production. Un ambitieux projet qui, sur le terrain, se matérialise progressivement par la mise en place d'un nouveau système de concassage, de broyage et de cessage de la bauxite. On va concasser la bauxite en 2 étapes. La première étape, c'est concasser la bauxite qui vient de Sangaredi dans des blocs allant de 1500 jusqu'à moins de ça, les concasser à 300 mm. Quand la bauxite est concassée à 300 mm, on l'envoie au concassage secondaire où on va les concasser à 100 mm. Comme toujours, la CBG va à travers ce projet d'extension soutenir davantage les réformes engagées par l'État guinéen dans le secteur minier. Au dire des experts, ces nouvelles installations ont un double avantage pour l'État guinéen qui détient les 49% des actions de la compagnie des bauxites de Guinée. Quand on va mettre les 2 culbuteurs en marche, on passera à 25 millions de tonnes par an, à 3% de la bauxite pour la CBG. Ça, c'est le premier avantage, donc le point de vue volume. Le point de vue aussi capacité de production. L'ancien nous amenait à 4 minutes par cycle. Celui-là nous envoie à 3,9 minutes par cycle. Donc, on accélère. Cette ancienne station de culbutage et de concassage est maintenant proche de la retraite. Un nouveau convoyeur est installé pour déboucher sur un quai qui s'étend désormais sur 609 mètres. Le convoyeur qui relie la nouvelle installation et l'ancienne est déjà fini. La station de culbutage et de concassage est en période d'essai. On a déjà culbuté quelques wagons en essai. On fait des culbutages de temps en temps pour pouvoir faire des ajustements, des réglages avant de la remettre à la production. Le projet d'extension de la chaîne de production de la CBG se déroule en 2 phases. La première sera achevée en juin 2019 et la seconde est en étude. Le tout sera finalisé d'ici à 2021. Éducation, direction l'Elouma, où des progrès sont enregistrés dans l'exécution des programmes scolaires. Élèves et enseignants sont engagés dans une course contre la montre pour boucler les programmes avant les examens nationaux. Une mission du ministère de l'Éducation nationale a visité quelques établissements scolaires de la préfecture pour s'enquérir du déroulement des cours. Mamadou Saliou Diallo fait le point. Dans cet écran de poussière se dirige une délégation du département de l'Éducation nationale, direction commune urbaine de l'Elouma. Une escale au lycée-collège de Djintou pour apprécier le déroulement des cours dans cet établissement de plus de 500 élèves. Ici, depuis le 3 octobre, les cours se déroulent sans interruption. De là, direction Tchangirbouri. Au collège de la sous-préfecture, élèves et enseignants s'activent à boucler les programmes scolaires avant les examens nationaux. Partout, c'est la course contre la montre. Les cours ont effectivement repris ici et les cours se déroulent normalement, tout se passe à merveille. Seulement nous avons un manque de professeurs de mathématiques et d'histoire-géographie, c'est tout ce qui nous manque. Mais qu'à cela ne tienne, les professeurs qui manquent, d'autres qui sont en retard, cherchent à combler leur retard en fonction de l'absence de ce professeur de mathématiques et d'histoire-géographie. Tout marche à merveille. Le long du trajet qui mène à l'Elouma, le ministre de l'Éducation nationale et sa suite ont apprécié l'exécution des programmes scolaires dans les écoles des différentes localités de la préfecture. Partout, la mission du département de l'Éducation nationale a invité les élèves et les encadreurs à œuvrer en faveur d'une année scolaire réussie. Nous avons trouvé la communauté éducative mobilisée aux alentours de la commune urbaine de l'Elouma. J'ai commencé ma visite par la commune de Djintou, où j'ai visité l'école primaire Suleiman Kaba.
et les écoles primaires de Djountou Centre, le collège, lycée, partout les élèves étaient nombreux et mobilisés pour les études, accompagnés par les parents d'élèves et les enseignants. De là-bas, je suis venu à Lafou, même constat à l'école primaire de Lafou, centre, et aussi au collège de Lafou. Et après Lafou, je suis venu à Tchangelbori. Nous venons de visiter l'école primaire de Tchangelbori et le collège de Tchangelbori. La mobilisation est totale, la reprise des cours est totale. Dans la plupart des communes rurales de l'Eluma, une avancée est notée dans l'exécution des programmes scolaires, avec notamment l'implication des parents d'élèves. Plusieurs s'activent aux côtés des autorités éducatives pour le déroulement correct des cours. Dans l'actualité encore, religion vers les fêtes de Noël à Conakry, le cardinal Robert Sarah a célébré mardi une messe en présence de l'archevêque de Bamako. L'objectif était pour l'archevêque émérite de Conakry d'inviter les chrétiens à une préparation spirituelle. Bernard Tonguino, reportage. 4 évêques et 2 cardinaux pour une concélébration eucharistique. Le type de messe est rarissime en Guinée. À une semaine de Noël, le cardinal Sarah et le cardinal Jean Zerbo de Bamako sont venus partager ce temps de l'Avent avec quelques fidèles chrétiens. Les textes liturgiques et l'homélie de la soirée sont axés sur l'amour du prochain et la préparation spirituelle dans l'attente de la naissance du Christ. Dieu connaît tous nos péchés, mais il ne les publie pas au marché. Il garde tout cela dans son cœur et nous pardonne. Et nous aussi, nous devons apprendre des Joseph aujourd'hui. Cette tendance de malveillance envers les autres, cette tendance de critiquer les autres, cette tendance de publier les fautes des autres. Et c'est comme ça que nous allons préparer Noël, avec le cœur de Joseph, avec le cœur de Marie. Nous devons avoir le même comportement que le comportement du Christ. Aimer le prochain. Aimer son prochain. Ne pas haïr même son ennemi. Cette messe, célébrée à la paroisse Saint-Augustin de Taouia, est organisée en marge des travaux de la conférence épiscopale de Guinée. Pendant 5 jours, les évêques vont passer en revue la vie et le rôle de l'Église dans la construction d'une nation forte et paisible. Cette année, notre rencontre a un cachet particulier puisque nous l'avons commencé avec les 2 cardinaux. Nous nous réunissons en conférence épiscopale pour passer en revue toutes les questions de l'Église de Guinée. À savoir, par exemple, ce qui concerne le grand séminaire Benoît XVI, qui est à Kindoumaya, où nous formons les prêtres. Ensuite, nous parlerons également du pèlerinage de Bofa, qui est désormais un pèlerinage national et qui regroupe toute la nation guinéenne. Et ensuite, nous allons voir comment nous pouvons organiser un colloque sur le dialogue interreligieux. Les conclusions de ces conclaves épiscopales sont attendues ce week-end. Elles vont servir d'orientation et de priorités de l'Église catholique pour l'année 2019. La semaine nationale de la citoyenneté et de la paix se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Des conférences débats se tiennent à cet effet sur le thème « Connaissance des symboles de la République ». Il s'agit d'expliquer aux jeunes quelques notions liées au civisme. Younous Atawel Kamara. Ils sont venus de différentes options du lycée Billy École pour assister à cette conférence débat axée sur la citoyenneté. Pour cette deuxième journée, les conférenciers ont rappelé aux élèves quelques notions liées aux droits et devoirs des citoyens, mais également les symboles de la République qui sont à préserver pour les Guinéens. Les conseils qu'on a prodigués aux élèves, c'est d'être de bons citoyens, c'est d'adopter des comportements citoyens et de respecter leur environnement,
vraiment de respecter les édifices publics, de respecter les symboles de la République et en plus aussi de respecter surtout leurs collègues à l'école. C'est tous ces comportements de civilité, de civisme qu'on a inculqués à ces jeunes élèves et étudiants partout où nous passons. Ces différents concepts sur le bon comportement à adopter dans les lieux publics ont retenu l'attention de ces élèves. À leur tour, ils promettent de s'impliquer dans la sensibilisation pour conscientiser les uns et les autres sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses sur la citoyenneté. Et on doit aussi transmettre ce message à la maison, c'est-à-dire à nos frères, aux enfants, à nos entourages. Je peux prendre un exemple lors de manifestations comme ça. Je vois les gens qui jettent des cailloux sur les biens publics. C'est pas bon, ces biens-là sont faits pour nous, les citoyens. Donc quand c'est détruit, ça ne sera pas bon pour nous. Un bon citoyen doit respecter la loi et aussi assumer sa responsabilité. Parce que le citoyen a des devoirs et aussi a des droits. Plusieurs autres établissements scolaires de la capitale ont été sillonnés par la délégation du ministère de la Citoyenneté. Partout, il était question d'expliquer aux élèves ce que c'est la citoyenneté. Dans le registre de la CENACIP, toujours des actions d'assainissement ont eu lieu ce mercredi à l'hôpital sino-guinéen de Kipé et du marché de Ratoma. C'est une initiative des jeunes du quartier, une manière pour eux de participer positivement à la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Un exemple à suivre, Maurice Sidibi. À l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé, les jeunes sont en guerre contre l'insalubrité. L'enceinte de l'hôpital retrouve un nouveau visage. Un groupe de jeunes du quartier est à l'initiative de cette action citoyenne. Quand on dit l'hôpital, il faut que vraiment que ce soit un endroit où vraiment il y a la propriété et que quand on parle aussi de l'hôpital, c'est tout le monde qui se retrouve parce que je peux être malade et c'est ici on me soigne, ça peut être une autre personne. Donc tout le monde est concerné. C'est pourquoi on a dit il faut commencer par l'hôpital. La campagne ne se limite pas à ce centre hospitalier de Conakry, l'un des plus fréquentés de la capitale. Les occupations du marché de Kipé accueillent l'opération à un moment où les autorités publiques se fixent le défi d'assainir la ville. Un programme soutenu par les jeunes de Kipé qui veulent s'impliquer dans le développement de leur zone. Si le quartier est sale et que les jeunes filles comme ce groupe-là, les jeunes garçons, se lèvent pour ramasser, mais ça ne va pas se salir. Il faut, dans cette semaine de la citoyenneté, la SONACIP, il faudrait que notre peuple soit sensibilisé pour qu'elle sache ses responsabilités. Il ne faut pas tout attendre de l'État. C'est pourquoi je suis là ce matin pour apporter ma petite contribution à ces jeunes de Kipé et leur dire que nous sommes avec eux, nous les soutenons et nous souhaitons qu'ils continuent dans ce sens et que les autres jeunes des autres quartiers et des autres préfectures aussi imitent les jeunes de Kipé. Les présidents des autres pays qui viennent aujourd'hui habitent Sheraton dans Kipé. Le plus grand hôpital de Conakry se retrouve dans Kipé, qui est sino-guinéen. Donc la jeunesse doit travailler. L'exemple que la jeunesse de Kipé donne aujourd'hui me rend encore plus fier et je serai encore plus près de cette jeunesse pour les guider dans le bon sens. Ces actions de nettoyage initiées par la synergie des jeunes d'équipés seront élargies à d'autres espaces publics de la commune de Ratoma. Prochaine étape, la mosquée d'équipés. L'objectif est de vivre avec le gouvernement la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Et puis une information qui vient de nous parvenir à l'instant même suite au déclenchement de l'opération Transparency par les autorités angolaises invitant les étrangers en situation irrégulière à quitter le territoire angolais. Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, organise le retour volontaire des ressortissants guinéens en détresse en Angola.
Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger porte à la connaissance des populations guinéennes qu'un premier convoi des Guinéens concernés par cette opération arrivera demain jeudi 20 décembre 2018 à 13h30 à l'aéroport international de Conakry-Gbessia. Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, au nom du gouvernement, tient à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour assurer le retour volontaire des ressortissants guinéens en détresse à l'étranger. Conakry, le 19 décembre 2018, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré. Un centre informatique pour les jeunes de Boké. C'est l'initiative du ministre de l'Information et de la Communication, natif de la localité. Le geste du ministre Amara Somparé contribue au renforcement des capacités des jeunes de Kakandé. Reportage Bernard Tonguino, ça Amara Tonno. Dans la commune urbaine de Boké, un centre informatique est ouvert depuis 2018. Le centre offre la formation à moindre coût aux jeunes de la localité. L'initiative est du ministre de l'Information et de la Communication. L'objectif est de participer au renforcement des capacités techniques et intellectuelles des apprenants. Ce centre a été créé, initié par le ministre Amara Somparé, à l'époque il n'était même pas ministre, pour pouvoir aider les jeunes à se former en même temps, compenser un peu le déficit de formation qu'ils ont. Donc il a un programme d'alphabétisation numérique qu'il a mis en place. Donc ce centre répond en quelque part à ce souci-là. Ce centre, l'initiative Amara Somparé, a contribué à ma formation en outils informatiques. Nous remercions l'initiateur. Nous voulons qu'il nous aide aussi parce que nous avons des petits soucis. On ne peut pas tout apprendre en un jour, mais nous le remercions et nous l'encourageons du fait qu'il a contribué à la formation des jeunes de Boké. En reconnaissance à cette contribution d'un fils du terroir, apprenant du centre et notabilité de la ville invite Amara Somparé à cette cérémonie. Un satisfecit lui est décerné en signe d'encouragement à poursuivre son investissement en faveur des jeunes de Boké. On a été surpris agréablement par la quantité et la qualité du matériel mis à la disposition de nos jeunes. Et je crois que ça a imprimé une certaine allure de développement par rapport aux jeunes qui étaient tout à fait limitée. Comme le président le rappelle tout le temps, pour que la jeunesse soit utile, il faut que la jeunesse soit formée. Et la meilleure façon d'assister les jeunes de Boké, c'est de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent bénéficier des opportunités d'emploi qui leur sont offertes par la présence de nombreuses sociétés minières dans la région. Et c'est ce qui a motivé ma volonté de créer ce petit centre informatique pour pouvoir donner des formations à un moindre coût aux jeunes de Boké pour maîtriser l'outil informatique. L'extension des installations et équipements du centre est envisagée par l'initiateur. Le projet vise à offrir la formation aux jeunes de la localité. Sport, le président de l'organisation du sport militaire en Afrique en visite de travail à Conakry, il a eu des entretiens avec le chef d'état-major général des armées, général Namouri Traoré. Les deux hommes ont parlé du développement du sport militaire et de la tenue prochaine du championnat militaire de boxe. Sergent Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Le président de l'organisation du sport militaire en Afrique est en séjour de travail à Conakry. Colonel David Cabré a été reçu ce mardi en audience par le chef d'état-major général des armées au bataillon du quartier général Bekijé. Les entretiens ont porté sur le développement du sport militaire en Afrique et l'organisation prochaine du championnat d'Afrique de boxe en Guinée. Il s'agit notamment de la boxe et nous avons soumis des propositions au général, le chef d'état-major général des armées, pour qu'il puisse apprécier et prendre une décision pour que nous puissions tenir la première édition du championnat de boxe de l'Olao, parrainé par son excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Dans le plan d'action de l'état-major général des armées, le sport constitue une priorité. C'est pourquoi les autorités militaires sont engagées à soutenir les activités sportives militaires. Le général de corps d'armée Namouri Traoré a rassuré l'officier burkinabé de la disponibilité de la chaîne de commandement militaire à accompagner cette organisation panafricaine. Le sport constitue une de nos priorités parce qu'il permet de développer la capacité opérationnelle de nos soldats. Et ça, c'est à tous les niveaux, qu'on soit officier, sous-officier et militaire du rang. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je veille aux activités de la Direction générale de sport militaire.
Et au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires présidentielles, le ministre de la Défense nationale, je vous assure que toutes les dispositions seront prises pour mener à bien les actions de la Direction générale du sport militaire. Et vous avez tout notre soutien. Force est de reconnaître que le sport militaire guinéen fait du chemin à travers la Direction générale du sport militaire et paramilitaire. La participation des clubs de l'ASFAC dans les compétitions à l'échelle nationale, sous-régionale, continentale et mondiale en est une parfaite illustration. Sport toujours, en bref en image, tournoi corporatif des médias, l'Ouragan Football Club de la RTG vient de laminer le groupe Adafo Média Espace FM au terrain de proximité de Ndongo en demi-finale de la compétition sur le score de 2-0. L'Ouragan fait la fierté de la RTG. Il attend avec impatience son adversaire en finale. L'Ouragan continue de fêter son air de gloire dans nos locaux. Regardez. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.